Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour continuer sur le thème de la perversité narcissique. Ce sera donc la deuxième vidéo. Et aujourd'hui, je vais dissocier très clairement le manipulateur, ou manipulateur perverse aussi, du manipulateur pervers narcissique, pour bien comprendre qu'en fait, il y a des degrés, et de comprendre pourquoi est-ce que c'est si compliqué parfois pour notamment l'entourage ou les victimes de comprendre qu'elles ont partagé leur vie parfois avec un manipulateur pervers narcissique. C'est quoi la différence entre les deux? Je vais commencer par le manipulateur pervers, qui n'est déjà pas un être très agréable, et donc chez lequel on va retrouver un certain nombre de caractéristiques dont j'ai parlé dans la première vidéo, qui sont les caractéristiques du mensonge, d'un égocentrisme total, d'un manque de compassion absolue par rapport à l'autre. Il y a tout un tas de choses qu'ils ont en commun. Mais chez le manipulateur, il va y avoir malgré tout, je dirais, des intérêts propres. C'est-à-dire que à un moment donné, avec ces personnages, on peut se poser la question à qui profite le crime? Quelle a été la raison de tel et tel mensonge, manipulation, etc. Le meilleur exemple que je puisse trouver, c'est un exemple au travail. C'est-à-dire, à un moment donné, on s'aperçoit que dans un service, l'ambiance se détériore grandement, que des gens commencent à être montés les uns contre les autres. À un moment, on va se rendre compte qu'il y a eu des paroles qui ont été prononcées ici et là. Et puis la tension monte jusqu'au jour où eh bien, il y a un nouveau personnage qui va être promu et qui va avoir un poste qui était déjà occupé ou convoité par quelqu'un d'autre. Et d'un seul coup, on va comprendre que la personne qui a été promue a été la personne qui a raconté tout un tas de mensonges, monté les personnes les unes contre les autres pour arriver finalement à ses fins. Malheureusement, on s'en aperçoit souvent après, puisque dans la fonction managériale, je ne sais pas si tous les managers sont formés sur ce type de personnage. Et puis d'autre part, parce que dans notre société, ce type de comportement est parfois valorisé. C'est-à-dire qu'au bout du compte, eh bien, ces personnages, je dirais, génère une ambiance un petit peu de peur, voire de terreur. Et donc, en fait, tout le monde finit par se taire. Tout le monde a bien compris que cette personne a manipulé différents protagonistes pour arriver à ses fins. Mais bon, comme elle a obtenu le poste, ça veut dire que, grosso modo, la société, l'entreprise, elle a cautionné. Et donc, en fait, plus personne n'ose rien dire. Ce sont des pratiques qui sont extrêmement courantes en politique, mais également dans le monde, malheureusement, de l'entreprise. Et ce sont des personnes qui font des dégâts, qui au passage créent souvent des licenciements qui n'avaient pas vraiment lieu d'être, ou des gens qui à un moment donné décident de dégager, peuvent susciter pas mal de dégâts aussi autour d'eux. Mais là, vous avez bien compris qu'on va comprendre le but de tout ça. Même au sein du couple, d'ailleurs, un manipulateur pervers peut commencer à être très désagréable avec sa femme, à générer tout un tas de situations très tendues. Tout ça pour masquer le fait que finalement, la personne, elle a une maîtresse, mais qu'elle n'ose pas dire je veux partir. Et donc, en fait, elle attend de l'autre, parce que c'est un pleutre, donc elle attend de l'autre personne que finalement, l'autre finisse par dire ça n'est plus possible, je veux divorcer. Mais en fait, la personne qui voulait partir dès l'origine, c'était celle qui a fichu la pagaille. Voilà, il peut y avoir plein de manières de faire, mais in fine, on finit par se rendre compte qu'il y avait un intérêt. Qu'est-ce qui différencie le manipulateur pervers narcissique? C'est que chez lui, il n'y a pas d'intérêt apparent. Et ça met une pagaille absolument phénoménale, alors à la fois dans la tête de la victime, parce qu'en fait, ce sont des situations qui rendent fou quelque part. Parce que quand il n'y a pas de mobile apparent, on se dit forcément, il doit y avoir un problème, ça vient de moi. Alors, il faut cesser de chercher les mobiles chez les pervers narcissiques, parce que ou de comprendre le mobile dont je vais vous parler juste derrière. Et c'est pareil au niveau de l'entourage, parce que la plupart du temps, l'entourage élargi, la famille,
les enfants en premier lieu, ne peuvent pas concevoir ce que je vais vous expliquer. Déjà, la victime a du mal à concevoir. Et donc, en fait, ce sont des situations qui, pour la plupart, sont des situations qui sont rarement reconnues d'ailleurs par l'entourage. Ce qui va créer une espèce de double peine pour la victime, ça va souvent être extrêmement souffrant. On aura peut-être l'occasion de reparler dans le live que je ferai pour établir un petit peu quelle est la posture que la victime doit adopter à ce moment-là. En tout cas, je vais quand même vous dire le fond du sujet et le fond du problème. Chez le pervers narcissique, il y a quelque chose de très très puissant qui est une volonté de destruction de l'autre. Je vous avais spécifié dans la première vidéo, tout à la fin, que le pervers narcissique n'a en fait aucun espoir de sortir de sa situation. Ne serait-ce que pour une chose très basique, je vous avais dit, comme il est incapable de se remettre en question, ça veut dire que de toute façon, il se sent enfermé à vie dans sa situation. D'où le fait que n'importe quel psychologue vous dira qu'un pervers narcissique ne peut pas être soigné. Oui, il est malade, mais c'est un malade incurable. Et donc, d'ailleurs, et j'en profite pour le spécifier, si à un moment donné, une personne peut se remettre en question et arrive à se soigner tout un tas de choses, ça veut dire que ça n'était pas un pervers narcissique. C'était peut-être un manipulateur, oui, mais sûrement pas un pervers narcissique. La blessure est beaucoup trop profonde chez le pervers pour qu'il puisse, le PN, pour qu'il puisse réussir à faire ça. Donc là, l'une des rares jouissances qui va lui rester dans ce monde, outre le fait, et je l'ai précisé, qu'il va adorer, puisqu'il est dans l'image, il va adorer, je dirais, remplir cette espèce de vide intérieur, ce creux total, puisqu'il n'a aucune personnalité. Il va le remplir avec des voyages, avec des dépenses. C'est pour ça que assez souvent, ils aiment le luxe, quand ils en ont les moyens en tout cas. Et donc par tout un tas d'activités qui sont des activités dans lesquelles d'ailleurs ils ne jouissent pas, mais en tout cas ils oublient ponctuellement, on va dire, ils oublient leurs conditions profondes et ils oublient qu'ils ne sont personne. Voilà. Et c'est pour ça que le pervers narcissique peut avoir aussi des déviances sexuelles assez graves à ce niveau-là, parce que c'est une manière aussi de remplir ce vide endémique, vide d'amour, vide de plein de choses. Et donc l'autre chose, l'autre intérêt primordial par rapport à une victime en particulier, eh bien ça va être de la détruire. C'est-à-dire, et c'est comme ça que la Torah d'ailleurs définit la jalousie. La jalousie, elle explique que ça n'est pas le désir d'avoir ce que l'autre il a, ça va bien au-delà de ça. C'est-à-dire, non seulement je ne veux pas que, je voudrais ce que tu as, mais comme je sais qu'effectivement je ne me donnerai pas les moyens de l'obtenir, ou que je suis incapable de me donner les moyens de l'obtenir, alors je ne veux pas que toi aussi tu l'aies. Toi non plus, tu n'auras pas cette chose-là. Et donc en fait, la seule jouissance pour se rehausser quelque part au niveau de leur image, ça va être de détruire l'autre, d'en faire une espèce de loque, de quelqu'un qui petit à petit va se vider de sa substance, se vider de son énergie, qui va finir par quelque part ressembler à un zombie en fait, hein, puisque eux-mêmes sont des zombies. Et donc, une personne sur laquelle, en fait, il va pouvoir régner en maître. Et là, il va ressentir une forme de sensation de puissance extrêmement malsaine. C'est pour ça que, étant dépourvu d'empathie, s'il fait pleurer l'autre, s'il le met plus bas que terre, qu'il l'humilie, etc., même s'il ne vous montre pas sur le visage intérieurement, il va avoir une espèce de sourire qui va s'afficher. C'est-à-dire, je suis arrivé à mes fins et là, je règne sur l'autre. C'est digne un petit peu, si vous voulez, de certains phénomènes de sadisme qu'on a pu repérer d'ailleurs lors de certains événements de la Seconde Guerre mondiale, où finalement certains grands malades qui étaient dans les camps, qui dirigeaient les camps, etc., eh bien, se réjouissaient de la souffrance à la fois physique et psychologique des êtres qui étaient en face d'eux. Il y avait, oui, un sadisme terrible, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose là derrière qui est extrêmement difficile à appréhender pour la victime. Pourquoi ? Mais parce que tout simplement, le pervers narcissique
va forcément avoir en face de lui quelqu'un qui est empathique. Puisqu'il exige la compréhension, l'amour, la soumission, etc., il est évident que la personne qui est en face de lui va être dotée de tous ces attributs. Et donc, en tant que personne empathique, elle ne peut pas concevoir qu'elle a en face d'elle une personne qui est totalement dénuée de sentiments. Ça ne peut pas être concevable. D'autant plus dans une relation proche comme la relation maritale. Donc à un moment donné, il va y avoir une espèce d'incrédulité, un empêchement total finalement à appréhender qu'une telle méchanceté, la profondeur de la méchanceté, la profondeur du sadisme de la personne. Il y a quelque chose là derrière qui est, entre guillemets, assez démoniaque, si vous voulez. Quelque chose des forces qui animent le pervers narcissique et qui sont des forces très puissantes dans le mal. Voilà. Jusqu'où est-ce que justement le pervers narcissique est capable d'aller? Il est capable d'aller, je dirais, jusqu'à ce que sa victime ne soit plus que l'ombre d'elle-même. Voilà, d'où le fait que chez les victimes, il y a énormément de tentatives de suicide, il y a énormément de, je veux dire, des burn-out complets. Ce sont des gens pour lesquels la vie peut littéralement s'arrêter. D'autant plus que se crée chez la victime une sidération. Comment est-ce que je n'ai pas pu voir? Et une sidération qui vient aussi du fait qu'il y a énormément d'injonctions paradoxales. Ça veut dire quoi? Les injonctions paradoxales, ça veut dire qu'il peut y avoir des mots et des attitudes qui n'ont absolument rien à voir, ou qu'il peut y avoir une chose qui est dite à un moment donné, et 10 minutes après, il peut y avoir exactement l'inverse qui va être dit. C'est-à-dire que la victime se dit « mais c'est pas possible ». Et comme le pervers est incapable de reconnaître ce qu'il vient de faire, eh bien, la victime cherche une logique là où on est dans un illogisme total, dans une, comment est-ce que je peux dire ça, dans un monde de fous, hein, finalement. Voilà. Et donc, en fait, là où il y a cette jouissance-là, c'est quand, justement, dans la vie de couple, quand le ou la PN laisse l'autre dans cet état où la personne est complètement perdue, complètement désorientée. Parce que c'est là, encore une fois, qu'elle va ressentir cette sensation de puissance, cette sensation d'emprise qu'elle a causée chez l'autre. Et donc, quelque part, il a gagné. C'est un jeu extrêmement pervers, on revient là-dessus, et qui ne tourne qu'autour du nombril de cette personne. Voilà. Étant donné effectivement qu'il est dans un déni total de tout ça, eh bien, le pervers, à un moment donné d'ailleurs, va être capable, une fois qu'il a atteint énormément, profondément sa victime, il va souvent être capable, on y reviendra peut-être dans le cadre d'une famille, de s'attaquer à un enfant pour finalement rejouer les choses aussi avec un enfant. Je précise dans ce cadre-là qu'en règle générale, il va choisir l'enfant sur lequel il va le plus projeter certaines choses, dans lequel il va le plus se reconnaître. Voilà. Il y a une chose avec lesquelles je ne suis pas forcément en accord avec certaines choses qui sont dites par certains. Je ne nommerai personne. Il y a des gens qui vont considérer que les victimes de pervers narcissiques sont des gens faibles. Et pour toutes les expériences, enfin toutes les personnes que moi j'ai pu recevoir qui étaient victimes de PN, je suis aux antipodes de cette vision des choses. Pourquoi? Ou alors ce sont des petits pervers narcissiques, je ne sais pas si ça existe. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, le pervers narcissique, il a, en fonction de sa puissance, il a besoin en face de lui, pour que ça crée une jouissance, il a besoin d'avoir en face de lui une personne qui a également une puissance importante. De toute façon, et pour subir, et pour vivre ce que fait subir un pervers narcissique, il faut bien comprendre qu'il faut une force intérieure qui est absolument phénoménale. C'est pour ça que je m'inscris beaucoup en faux sur cette vision
d'une victime qui finalement était quelqu'un de faiblard à l'origine, une pauvre chose déjà à l'origine. C'était très probablement, on aura l'occasion d'en reparler, une personne qui avait beaucoup de choses à régler en termes d'identité, etc., etc. Est-ce qu'elle manquait de force? C'est complètement autre chose. C'est certainement quelqu'un qui avait besoin de se construire, qui avait besoin, elle aussi, d'avoir une meilleure estime d'elle-même, etc., etc. Ça, oui, sûrement, mais sûrement pas quelqu'un qui était dénué de force. Ou alors ça dure très peu de temps. Mais quand ça dure longtemps, ça veut dire que la victime, elle avait une sacrée force, parce que sinon, elle ne résiste pas. On ne peut pas résister à des traitements comme ça sur du long terme. Voilà. À ce niveau-là, d'ailleurs, je vais en profiter tout de suite pour faire comprendre pourquoi est-ce que les pervers narcissiques rencontrent assez souvent des gens qui justement ont des grandes qualités humaines. Bon, déjà, vous l'aurez bien compris, parce qu'ils en sont dépourvus. Donc ils vont malgré tout aller rechercher des choses chez l'autre parce qu'ils en ont besoin. Donc il y a chez la victime souvent trois qualités profondes, fondamentales. Ce sont des gens qui ont une capacité à aimer qui est extraordinaire. Une capacité à donner, à être dans la générosité, ça c'est le deuxième point. Et puis des gens qui sont dans une énorme capacité à se remettre en question. C'est d'ailleurs ça qui va les perdre à un certain moment. Voilà. Donc je redonne ces trois caractéristiques. Énormément d'amour, de don de soi, don de soi c'est encore autre chose, mais de l'amour tout simplement. C'est-à-dire a priori... c'est pour ça que certaines personnes disent mais j'ai été naïve. Non, c'est parce qu'en fait il y a eu cette impression que tout le monde fonctionnait sur le même mode à un moment donné. C'est-à-dire, et encore une fois c'est tellement difficilement concevable ce type de pathologie et de personnalité qu'on ne peut pas s'en vouloir, je dirais, de ce phénomène-là. Donc oui, un amour débordant. Et très probablement, moi je vais rajouter un quatrième point, c'est cette énergie fabuleuse. Donc de l'amour, du don, de toute façon pour être généreux, pour être capable de se donner et de s'investir comme la victime va le faire, eh bien oui, il faut une énergie considérable. Et puis donc, souvenez-vous, la troisième caractéristique, c'est des facultés de remise en question extrêmement élevées, mais qui vont confiner là aussi à une problématique intérieure chez la victime. Parce qu'à un moment, pourquoi est-ce que ça ne s'est pas arrêté cette remise en question? Et c'est pour ça maintenant que je vais vous parler un petit peu du couple pervers narcissique et victime. Voilà. Eh bien, chez les victimes, il va y avoir justement des déficits narcissiques aussi, mais qui ne vont pas du tout s'exprimer de la même manière. Je parlais de manque d'estime de soi-même, de manque de confiance en soi. Et donc, en fait, à un moment donné, une attente de validation extérieure qui va être tout à fait outrancière et une incapacité à fixer des limites. Donc, des personnes qui vont être que dans l'amour, mais qui ne vont pas savoir ce que c'est que le respect de soi. Alors, le pervers narcissique est vraiment, vraiment là pour, à un moment donné, apprendre le respect de soi. C'est pour ça que quand on a les récits très, je dirais, douloureux, difficiles de ce que les victimes ont vécu avec des pervers narcissiques, il y a des scènes qui sont, je dirais, qui fendent le cœur, parce qu'en fait, il y a des atteintes au respect de l'autre qui sont des atteintes extrêmement profondes. Je ne parle pas que des atteintes physiques, quoique j'ai des choses en tête et des récits qui m'ont été faits qui sont absolument hallucinants. Mais il y a également des atteintes au niveau psychologique, des atteintes qui sont très, 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 très fortes pour, je dirais, générer à un moment donné une espèce de sursaut. Vous voyez, comme si la victime, elle avait besoin de retrouver une dignité et de se dire, mais enfin, non, je n'affabule pas, non, je ne suis pas fou, et là, il faut qu'il y ait une limite. La seule chose, c'est que la limite, elle va se trouver à des endroits extrêmement variés, très très vastes. Alors chez certaines personnes,
heureusement, la limite va venir relativement rapidement, entre guillemets, c'est-à-dire au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans. Et puis chez d'autres, la limite va devoir aller ça va aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire la capacité de résistance, la capacité à encaisser les coups, elle va être tellement puissante et profonde que en fait, eh bien, la victime va aller au bout du bout. Pourquoi? Parce que jusqu'au bout, elle va avoir envie de croire à une rédemption possible, à une réparation possible, parce que c'est aussi dans son tempérament. Elle a tellement d'amour qu'elle se dit qu'avec l'amour, tout va pouvoir se régler. Non, on ne peut pas soigner ça. Ça n'est pas possible. Voilà. Donc, on aura l'occasion de revenir sur ces notions-là, mais je pense que c'est extrêmement important que vous compreniez que si vous avez vécu ce phénomène-là, eh bien, vous n'avez pas été par hasard en face de ce genre de personnages qui, à un moment donné, doivent servir de détonateur pour apprendre le respect de soi, apprendre la confiance en soi, apprendre à ancrer ses valeurs, apprendre à ancrer certaines certitudes avec lesquelles on a envie de vivre, etc. Ce sera intéressant qu'on y revienne. En tout cas, tout ce dont je suis en train de vous parler là, avec le pervers narcissique, donc le vrai, eh bien, ce sont des phénomènes qui, encore aujourd'hui, sont extrêmement méconnus. J'en ai parlé dans la première vidéo. Et je pense que, ne serait-ce qu'à titre d'information, je crois qu'il reste extrêmement important aujourd'hui que les témoignages se multiplient. Ne serait-ce que pour donner l'occasion justement à des gens qui ont vécu ça ou vivent encore ça, qu'il y ait des prises de conscience à un moment donné. Par ailleurs, il y a une chose qui est intéressante dans le phénomène de la perversité narcissique, c'est qu'en fait on va retrouver chez chacun d'entre eux des réflexions qui sont des réflexions à peu près similaires. C'est-à-dire que j'avais lu tout un tas de témoignages à un moment donné sur le sujet où quelqu'un disait on a l'impression qu'on les a tous assis sur le banc de l'école et qu'on leur a tous appris les mêmes réflexions, les mêmes remarques, qui sont des remarques d'humiliation, des remarques de... et qu'il y a une typologie au niveau du vocabulaire, au niveau de plein de choses qu'on va, je dirais, pouvoir décliner dans des situations extrêmement variées, très très vastes. Une chose que j'ai oublié de vous dire et que je tiens à vous dire également, c'est que dans ce cadre-là, si vous avez connu des remises en question extrêmement élevées, même sur votre santé mentale, vous pouvez vous dire qu'a priori, vous avez forcément été en lien avec un pervers narcissique. À vérifier, c'est du cas par cas. Mais quand on en vient au stade où l'autre a fait vivre des situations tellement bizarres, iniques, incompréhensibles, déstabilisantes, eh bien ça veut dire que, a priori, vous avez bien eu affaire à ce type de personnage. Voilà ce que je pouvais vous dire. Si, dernière chose, je vous ai un tout petit peu parlé du fait qu'il y avait un retournement de situation extrêmement dangereux qui était le moment où le pervers narcissique est découvert. C'est-à-dire quand la victime prend enfin conscience que l'autre lui ment, la roule dans la farine, raconte n'importe quoi, est capable de choses épouvantables. Quand elle réalise ça, il y a un moment de dangerosité absolue parce qu'un pervers qui est découvert, je dirais que c'est comme si vous ouvriez la cage d'un fauve qui n'a pas mangé depuis 3 semaines. Là, il va tout faire pour vous abattre, vous décrédibiliser. À ce moment-là, il va être capable de contacter votre entourage pour raconter tout un tas de choses sur vous, tout un tas de mensonges. Il va être capable de mettre en place des stratégies absolument inimaginable pour faire en sorte que vous soyez isolé totalement, que vous n'ayez plus aucune aide extérieure. Et là apparaît un autre phénomène, c'est dans cette volonté donc d'isoler la victime, c'est le fait que le pervers narcissique ne lâche pas sa victime comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de victimes qui ont fait différentes tentatives pour partir. Certaines reviennent et malheureusement ne quittent plus jamais. Certaines quittent, reviennent. Quand elles reviennent, la situation, elle empire et elle empire. Plus ça va et plus ça va de mal en pis.
Le jour où le pervers est sûr qu'on ne reviendra jamais, alors ce jour-là, c'est un déferlement de haine. Voilà. Et donc, ne pas rester seul, être entouré, être conseillé dans ces moments-là, parce que quand on part, on est dans une situation de fragilité extrême, tant physiquement que psychologiquement, et donc c'est pas le moment pour prendre certaines décisions. On a besoin d'avoir des spécialistes, des gens qui sont tout à fait formés, aguerris, qui ont connu un certain nombre de cas, et qui, je dirais, dont c'est la spécialité. C'est pour ça que je pense qu'il devrait y avoir une spécialisation par rapport à ça. J'ai moi-même travaillé longuement sur le sujet et c'est vrai que si je fais ces vidéos-là, c'est en connaissance de cause, ça n'est pas par hasard. Je me permets de me positionner sur ce sujet parce qu'effectivement, ce n'est pas un sujet que j'ai pris à la légère, c'est un sujet que j'ai longuement étudié et donc et expérimenté et travaillé en consultation et voilà, beaucoup lu sur le sujet. Donc, tout ce que je peux vous dire par rapport à tout ça, ça n'est pas quelque chose qui est né d'avant-hier, loin de là. Voilà, ça fait 15 ans que je suis sur le sujet, ça fait 15 ans que j'ai ancré les choses, validé, et donc voilà, cette idée-là de ne pas rester seul et de devoir être épaulé au moment où on veut partir est une idée que vous devez avoir présente à l'esprit parce qu'on n'est pas même à ce moment-là de prendre les bonnes décisions en étant, je dirais, libéré émotionnellement et donc d'être rationnel dans les décisions qu'on va prendre. Voilà ce que je peux vous dire. Eh bien, écoutez, je referai probablement encore un autre volet, mais d'ores et déjà, je pense qu'on pourra envisager un live par rapport à toutes vos questions. Je vous remercie d'avance pour vos likes et vos commentaires. Notez bien toutes vos questions, venez avec une foultitude de questions au live. Je vous donnerai les dates dès que j'aurai posé. Et je vous embrasse tous et je vous retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.